Bonsoir. Une fois la condamnation prononcée, le travail des magistrats ne s'arrête pas. C'est d'ailleurs un des reproches faits à la justice, le nombre important de peines prononcées qui ne seraient pas toujours exécutées. Nous y reviendrons à la fin de l'émission. C'est donc le travail d'un magistrat, le juge de l'application des peines, appelé plus communément le JAP. Exceptionnellement, vous allez assister à une audience qui se déroule en dehors de la présence du public et où les caméras ne sont jamais admises. Alors, il ne s'agit pas de revenir sur la peine, mais de voir comment elle peut être aménagée ou exécutée. Bracelet électronique, semi-liberté ou l'incarcération. Je vous invite donc à pénétrer dans le tribunal judiciaire de Béthune, où s'ouvre cette audience en présence d'une procureure, d'une greffière et d'une juge d'application des peines. Nous nous retrouvons juste après pour décrypter avec nos deux invités ce nouveau numéro de Justice en France. Bonjour monsieur, avancez-vous. Mettez-vous là s'il vous plaît. Restez debout. Vous voulez pas enlever votre manteau? Non, ça va aller madame. D'accord, vous pouvez poser vos affaires là. Placé sous bracelet électronique, le condamné n'a pas respecté l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Aujourd'hui, il risque de perdre l'aménagement de sa peine et d'aller en détention. Moi, je suis la juge d'application des peines en charge de votre suivi. À ma gauche, madame la procureure. À ma droite, madame la greffière et votre avocate. Donc, vous êtes convoqué à ce débat dans le cadre d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, ouais. Parce que vous étiez incarcéré à la maison d'arrêt de Béthune depuis le 18 août 2022. Et dans le cadre de votre détention, vous avez fait une requête, vous avez demandé un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique. Oui, c'est ça, oui. Il y a des obligations particulières dans le cadre de cette mesure. Est-ce que vous les connaissez, monsieur? Oui. Les soins pour l'alcool, les paiements à la trésorerie, oui. Les paiements partie civile, oui. Le travail. C'est tout? Donc ça, c'est les obligations positives, on va dire. Oui. Ouais, il n'y avait pas d'autres obligations particulières dans le cadre de ce bracelet? Oui. Le psychologue. Mais le psychologue, j'ai fait référence plutôt à des interdictions. Oui. Oui, interdiction de communiquer avec madame. Interdiction d'entrer en relation avec madame. Oui. Interdiction de paraître à son domicile. Oui. Donc cette mesure, elle a commencé le 23 décembre, d'accord? Dès le 2 janvier 2023, j'avais un rapport du SPIP indiquant que Madame Pez avait contacté et que vous la contactiez par SMS depuis votre sortie de détention pour voir les enfants. Oui. Mais elle indiquait que cette prise de contact, elle n'était pas uniquement pour voir les enfants, qu'il y avait des pressions, des insultes, que vous lui disiez que vous alliez faire ramasser ses enfants. Non, j'ai pas dit ça. Le 3 janvier, donc le lendemain, elle contactait de nouveau le SPIP pour dire que vous l'attendiez à la sortie de chez le dentiste. Oui. Et que vous vouliez qu'elle monte dans votre voiture pour vous expliquer. Non, moi j'ai pas de voiture. Et que elle avait refusé que vous l'auriez insultée. Non, c'est par hasard comme ça. Moi, je suis parti au dentiste pour un rendez-vous aussi pour moi. Vous êtes tombé sur madame par hasard chez le dentiste? Par hasard chez le dentiste, avec madame, quoi. Elle sortait, moi je rentrais du dentiste, quoi. Vous vous déplacez chez le dentiste pour prendre rendez-vous? Comment? Vous vous déplacez chez le dentiste pour prendre rendez-vous? Bah oui, parce que c'était dans l'après-midi, et l'après-midi, le cabinet, il prend pas les rendez-vous par téléphone, quoi. Donc vous allez chez le dentiste, vous Oui. tombez sur madame. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je voulais lui discuter avec, quoi. Comment ça, vous voulez discuter? Pourquoi vous voulez discuter avec? Demander si les enfants ça allait, l'école, mon petit, mon avant-dernier, parce que il est malade, il est diabétique, quoi. Et en tête, vous n'avez pas l'interdiction de contact, monsieur? Si, oui. C'est pas sous réserve de la croiser chez le dentiste, l'interdiction de contact? Oui, je le sais, oui. Donc cette conversation, c'est juste à propos des enfants? Oui, c'était juste à propos de mon avant-dernier. C'est mon garçon, il a 6 ans, et depuis ses 3 ans, il fait du diabète de niveau 1, et tous les mois, il y a des rendez-vous à l'hôpital de Lens. Moi, c'était juste pour demander des nouvelles de mon enfant, quoi.
Donc il n'y a pas de mots Non, il n'y a pas eu de mot de déplacé, il n'y a insultant, pas déplacé, eu de violence, rien. Non, non. Moi, maintenant, moi, je fais pour moi et mes enfants, quoi. J'essaye de faire tout pour avoir un travail qui dure dans la longue durée. Et voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai envie de payer ce que j'ai à payer et être tranquille avec ça, quoi. Et les messages dont Madame fait état? Les messages, j'ai envoyé des messages, madame en a envoyé aussi. On pouvait bien se parler 5-10 minutes et après, bah, ça partait en insulte, quoi. Bon. Donc, Moi, à la suite de ces alertes du SPIP, j'ai lancé une commission rogatoire. J'ai demandé au service de police d'aller vérifier ce qu'il en était par rapport aux prises de contact avec Madame. oui, D'accord? Et ce qui ressort de l'analyse de la téléphonie qui a été faite, c'est que dans un premier temps, certes, il y a des échanges avec Madame, mais que Oui. très rapidement, ça devient unilatéral. Et qu'il y a 180 appels et SMS de vous vers le portable de Madame, du 12 au 20 janvier. oui, c'est ça, Hein. oui. Donc moi, j'ai communiqué l'information au ministère public, au procureur de la République. Et vous avez été placé en garde à vue le 9 février et Oui. vous avez été déféré, présenté en comparution immédiate. Oui. Hein, et vous avez été condamné à une peine de 6 mois Oui, oui, c'est ça, oui. pour des faits d'appel malveillant. Oui. Vous avez reconnu les faits? Oui, Donc si le tribunal vous a reconnu coupable d'appel malveillant, c'est bien que c'était pas un échange, monsieur. oui, après, bah, moi, j'ai eu des échanges avec madame. Bah, comme je vous dis, qu'on pouvait bien se parler 5 minutes au téléphone et après, tout ça a dérapé, quoi. Ça partait en insultes, je l'insultais à m'insulter. Voilà, quoi. Je veux dire, je sais pas si madame, ce qu'elle veut, quoi. C'est ça le truc, je sais pas ce que madame, elle veut, quoi. Je sais pas si elle veut continuer Mais après à être ensemble ou... monsieur, il y a une interdiction de contact. Bah oui, oui, Pour oui, savoir je ce sais que bien, madame oui, elle je veut, sais. il faut passer par un tiers, Bah, par c'est votre ce que- avocate ou par quelqu'un d'autre. Franchement, je sais pas quoi faire, quoi. Bon, Je sais pas quoi faire. il y a certaines journées, entre le 12 et le 20 janvier, il y avait jusqu'à 35 appels par jour à madame. Oui. Et il n'y a pas de réponse de madame. Donc là, vous êtes encore en train de me dire que c'était Oui, un oui, échange. non, C'est parce pas ce qui que- ressort de la téléphonie, monsieur. Bah, Vous avez combien d'enfants avec madame? j'ai 4 enfants. 4 enfants. Oui. L'enfant qui a été entendu, c'est qui a 12 ans, Oui. qui a été Oui, entendu oui. par les services de Oui. police, hein, et qui déclare que vous appelez sa maman pour l'insulter. Bah, quand je l'ai appelé, je vous dis qu'on pouvait. Bah, j'appelais pour mes enfants, quoi, et au final, bah, j'avais madame, et on pouvait bien se parler 10 minutes, et après, ça dérapait, quoi. Et c'était à chaque fois comme ça, quoi. Bah, même mes enfants, ils m'appellent, je vous dis sur Snap, ils m'appellent sur Snap. Bah, j'avais madame à la caméra, quoi. Et alors que, bah, c'est mes enfants qui m'appelaient, quoi. Est-ce que c'est normal que votre fils qui a 12 ans, il soit entendu par les Bah, services non, de police bah, et qu'il non. soit Ah, bah, obligé non. d'expliquer ça, qu'il se retrouve dans cette situation? Ah, bah, non. À 12 ans, C'est à vous de faire en sorte bah oui, je sais bien. que ça se passe pas Et comme là, ça. je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. J'ai un rapport du SPIP du 14 février 2023 qui m'indique que vous présentez régulièrement à leur convocation, que vous aviez justifié d'un rendez-vous pour les soins aux érables le 17 janvier, donc pour l'alcool, Oui. et c'est aussi pour les violences, les soins. J'avais aussi un suivi auprès du psychologue à Hénin-Beaumont. Au cheval bleu. Oui, c'est ça, oui. J'ai été une fois. Mmh. Je devais y aller. J'allais pour, bah, je partais pour y aller. Et bah, le docteur qui me suit m'a appelé en me disant bah, que bah, si j'avais besoin de la revoir, il fallait que je la rappelle. Que bah, là, c'était dans l'immédiat, que bah, il y avait rien de. Bah, qu'il y avait rien, quoi. Je veux dire. Elle m'a dit si vous avez besoin de me revoir, vous m'appelez. On reprend rendez-vous. Vous l'avez vu, cette psychologue? Oui, Vous oui, avez eu un je l'ai vu entretien? je l'ai vu une fois, oui. D'accord. Je l'ai vu une fois et c'est même elle qui m'a appelé en me disant bah, si vous avez besoin de me revoir, vous me rappelez. D'accord. C'était pour participer à des groupes de parole pour les violences conjugales? Non, non, là c'est au mois de mai sur Lens que je dois financer pour faire le Ça, stage. c'est un stage. oui. D'accord. Et au cheval bleu, il y a aussi des groupes de parole où il y a des auteurs de violences. Bah, Cheval Bleu, non, moi, on m'a pas parlé de ça. Moi, j'ai eu rendez-vous dans le bureau seulement avec le docteur, quoi. Bon. Et vous en êtes tout de la consommation d'alcool? Moi, j'ai arrêté. Hein. Vous êtes complètement Ah, abstinent? oui, oui, oui. Ah oui, franchement, la détention depuis le mois d'août, j'ai dit stop, quoi, franchement. Parce que je sais très bien que, voilà, moi, je le dis, j'ai une mauvaise alcool. Après, j'avais plein de trucs dans la tête aussi, quoi. J'ai des trucs que madame a fait dans mon dos. Et puis quand je bois, bah, je repense à chaque fois à ça, quoi. Après, D'où voilà, l'intérêt c'est du pour ça, suivi maintenant. pour les violences, monsieur. Comment? D'où l'intérêt du suivi Bah pour les oui, violences, voilà, oui. d'aller en Bah discuter oui. avec quelqu'un. Bah oui, voilà.
Moi, je sais que ça me ferait du bien d'aller sur Lens, faire des groupes de parole comme ça ou faire des stages. Sur votre casier judiciaire, on a 6 mentions, principalement des stupéfiants et des violences. Oui. Vous en êtes où par rapport à la consommation de stupéfiants? Moi, j'ai arrêté, ça fait C'était longtemps. quoi que vous consommiez? C'était du hashish. Du cannabis? Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre situation? Là, maintenant, moi, je fais tout pour m'en sortir. J'ai envie de travailler. Moi, comme je vous dis, je veux un travail qui dure dans la durée, quoi. Et là, je fais les agences intérim. Je me suis encore inscrit à une agence avant-hier sur Douai, par Internet. Donc, j'attends qu'on m'appelle, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes convoqué, vous l'avez compris, la question qui se pose, c'est est-ce que ce bracelet, on le maintient? Est-ce qu'on estime qu'aujourd'hui, vous êtes capable de respecter les obligations et les interdictions qui sont fixées dans le cadre de ce bracelet? Ou est-ce qu'il est nécessaire de le retirer? Moi, j'ai pas envie de... Moi, je vous dis, j'ai pas envie de retourner en prison, quoi. Bon. Après, je ferai tout pour m'en sortir et puis pour pas vous décevoir, quoi. Madame la procureure, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions pour monsieur. Maître, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions, Madame le Président. D'accord. Vous pouvez vous asseoir et on va entendre Madame la procureure pour ses réquisitions, s'il vous plaît, Madame la procureure. Alors, il faut savoir que dans ce dossier, bien évidemment, il y avait une première condamnation du 7 janvier 2022 pour des violences conjugales, où monsieur avait été soumis à un sursis probatoire. Une deuxième condamnation le 19 août 2022, toujours dans les mêmes circonstances de violences intrafamiliales. Malgré tout, malgré effectivement le fait qu'il y avait eu un passage à l'acte, il y a eu ce bracelet, cette mesure d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique, ce qui était une mesure de confiance qui avait été accordée à monsieur pour éviter tout contact avec madame et qu'on s'assure effectivement que monsieur puisse accomplir des soins et ne rentre plus en contact avec madame. Il apparaît clairement dans ce dossier que monsieur n'a pas du tout compris ou voulu comprendre le sens de cette décision et de cette mesure qui lui avait été accordée pour éviter une détention. Bien évidemment, monsieur était averti qu'en cas de non-respect de cette obligation, cette interdiction de contact avec madame, la sanction, c'était bien évidemment le retrait de la mesure. Compte tenu de ces éléments, je ne peux que requérir, bien évidemment, le retrait de cette mesure d'aménagement de peine sous forme de bracelet électronique au regard du non-respect de monsieur. Merci Madame la procureure. Maître, vous avez la parole pour monsieur. Merci Madame la Présidente. Est-ce que, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui et pour laquelle vous allez devoir trancher, c'est est-ce qu'on retire le bénéfice de l'aménagement de peine qui a été accordé à monsieur? Moi, je pense que c'est absolument pas opportun et c'est pas du tout le sens que doit prendre ce dossier parce que... Alors, excepté sur une courte période, cette violation, monsieur il respecte l'intégralité de ses obligations et de ses interdictions. Et vous l'avez vu quand vous l'interrogez, il est investi dans la mesure. Il est capable de vous dire à quel moment il a rendez-vous, quelles sont les démarches qui ont été entreprises. Il est aussi tout à fait capable de vous lister ses obligations et ses interdictions. Il essaie de retrouver du travail, il se mobilise, il fait des formations, il fait des stages. C'est pas quelqu'un qui est du tout dans l'oisiveté. Et il a aussi pris en main ces problématiques de consommation qui avaient pu aussi mener à la commission des premiers faits pour lesquels il avait été condamné au mois d'août. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Il y a un vrai suivi de la part de monsieur. Et ça se voit, enfin, pour être tout à fait transparente avec vous, moi je l'avais assisté au mois d'août, ça se voit même physiquement qu'il s'est repris en main et qu'il n'y a plus de consommation d'alcool, etc. Donc voilà, cet investissement, il est très bénéfique pour monsieur, mais en tout cas, monsieur il s'est clairement repris en main. Voilà, aujourd'hui, il a quand même des perspectives sérieuses, des perspectives d'emploi, un suivi, des soins qui sont mis en place et il est absolument indispensable que monsieur puisse continuer sur cette lancée et qu'il ne soit pas replacé en détention. Donc voilà, il est absolument pas opportun de retirer cet aménagement. Vous verrez, je vous ai justifié de ces démarches en cours, enfin d'une partie de ces démarches en cours, du paiement aussi des sommes dues au Trésor public. Et j'en terminerai en vous demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Merci maître. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Tout ça, je regrette, quoi. Que, ça aurait jamais dû se passer, quoi.
C'est noté. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais rendre ma décision cet après-midi. Si c'est une décision de retrait du bracelet, il faut vous rendre à la maison d'arrêt pour exécuter la fin de la peine en détention. Si vous ne le faites pas, vous serez considéré en état d'évasion. Oui. D'accord? Donc, je vais demander au SPIP, quel que soit le sens de ma décision, de vous appeler pour vous prévenir. Vous avez bien donné votre numéro de téléphone au Oui. SPIP, hein? D'accord. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Ok. Bah, merci, bon courage, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Pardon, monsieur. Merci. Bonjour, messieurs. Décision de la juge. La mesure de bracelet électronique sera révoquée. Le justiciable va devoir retourner en détention. Bonjour, messieurs. Le justiciable a extorqué de l'argent à ses victimes en exerçant un chantage. Condamné à de la prison ferme, sa peine a été aménagée en semi-liberté. Mais il ne s'est pas présenté à l'audience de mise en place de la mesure. Dans le même temps, il s'est fait interpeller pour un vol de téléphone. Vous avez été condamné le 16 mars 2022 à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans. Donc on reviendra tout à l'heure sur les faits. Mais en tout cas, une peine en 2 parties. 18 mois, dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire. Ça veut dire que les 12 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, vous ne les faites pas en détention si, pendant 2 ans, vous respectez bien les obligations générales et particulières qui ont été fixées par le tribunal. Et à côté de ça, il y avait une partie qu'on appelle ferme, de 6 mois d'emprisonnement, qui a été aménagée par le tribunal sous la forme d'une semi-liberté. La semi-liberté est une mesure d'aménagement de peine de prison ferme. La personne condamnée consacre la journée aux démarches de réinsertion avant de retourner la nuit en détention. J'ai rendu une ordonnance le 16 janvier 2023 et j'ai fixé le début de cette semi-liberté le 30 janvier 2023. Oui. Il me semble, pour être sûr que vous ayez l'information, je vous ai appelé pour vous indiquer. J'ai pas dû répondre. Et donc, vous n'êtes pas présenté à la pause, vous n'êtes pas présenté le 30 janvier au centre de semi-liberté à la maison d'arrêt de Douai. Ça fait 3 semaines, j'avais eu un conflit avec mes parents, du coup j'étais plus chez moi et je recevais pas les courriers en fait. D'accord. Et en fait, je l'ai appris que ça commençait le 30 janvier quand je me suis fait contrôler par la police. D'accord. Dans quel cadre vous êtes fait contrôler par la police? Vol de téléphone. Comment? Vol de téléphone. C'est-à-dire? J'avais pris un téléphone et puis je me suis fait attraper juste après. J'ai fait de la garde à vue. Et puis pendant ma garde à vue, en fait, c'est le procureur, je pense, il devait savoir que je devais faire de la semi-liberté. Du coup, j'ai directement été mis en mandat de dépôt. Alors, vous êtes actuellement incarcéré depuis le 17 février, d'accord, dans le cadre d'une nouvelle affaire. C'est ça dont vous parlez, Oui, c'est cette ça. nouvelle affaire? C'est pas uniquement un vol de téléphone. Si. Pour moi, ce qui vous est reproché, ce sont des faits que vous auriez commis le 15 février 2023, le même type de faits, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Vous les avez reconnus, ces faits? En fait, pour moi, je les reconnais pas parce que c'est pas comme. En fait, c'est une personne qui me devait de l'argent. Du coup, je lui ai dit en contrepartie. On était d'accord, il y avait les caméras à la gare de Douai. En fait, c'était un iPhone 6S, la personne me devait 100 €. Et en fait, vu que j'avais cassé mon téléphone 2 jours avant, il était d'accord qu'on passait son téléphone. Et juste après, 30 minutes après, il est parti porter plainte, d'après ce que j'ai su. Et c'était vraiment sans violence, sans rien, il n'y avait aucune menace. Sur toute la scène, on me voit sur la caméra, il n'y avait aucune menace. Je parlais bien avec, j'ai même joué au foot avec, tout. Même la personne, elle m'a serré la main, tout ça après. Et la personne, elle a été portée plainte. Donc vous ne reconnaissez pas les faits, les nouveaux faits qui vous sont reprochés, pour lesquels vous allez être jugé lundi? Non, pour moi, c'est pas une extorsion. Pour vous, c'est pas une extorsion. D'accord. Bon. Et pourquoi vous n'êtes pas présenté le 30 janvier? Vous étiez parti de chez vos parents? Oui, j'avais Vous saviez que l'ordonnance, elle allait arriver? Je me doutais qu'elle arrivait à moi, mais je savais pas quand exactement. Alors pourquoi vous n'avez pas contacté le juge d'application des peines pour savoir si l'ordonnance, elle avait été prise? J'ai pas pensé. Vous en êtes pas inquiété? Non, je sais que c'est ma faute.
Donc j'ai un rapport dans le dossier du SPIP du 15 mars 2023 qui indique que dans le cadre du sursis probatoire, vous êtes présenté à une convocation du SPIP sur 3. C'est parce que les autres, en fait, je faisais que travailler. J'ai enchaîné à peu près 3 ou 4 emplois. Mhm. Et puis, après, il y a un rendez-vous, j'avais oublié d'y aller. 10 octobre, il s'est excusé pour motif professionnel, venant de commencer une nouvelle mission intérim. Le 8 décembre, il sera présent. Convoqué de nouveau le 12 janvier, il n'honorera pas cette convocation et ne s'en excusera pas. Depuis, il ne m'a plus été possible de le rencontrer. Bon, il m'indique que sur le seul rendez-vous que vous avez honoré, vous n'avez justifié que du travail. Bon, c'est un point positif, mais vous n'avez pas justifié des soins. Non. Ouais, j'ai toujours pas fait la démarche, en fait. Pourquoi vous n'avez pas fait la démarche pour les soins? C'est... Je sais même pas comment faire, en fait. Vous ne saviez pas comment faire? Non. D'accord. Et vous, au SPIP, on ne vous a pas orienté vers Quand des j'étais structures de soins? Quand j'étais au SPIP, c'était... Non, j'ai parlé que pour le travail. On a parlé que de ça. Moi, ce que me dit le SPIP dans son rapport, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous devez rencontrer un psychologue. Apparemment, au-delà du fait de ne pas savoir comment prendre contact avec un psychologue, vous estimez qu'en fait, c'est pas justifié, ces soins. D'un côté, je sais pas non plus pourquoi, parce qu'en fait, personne ne me l'a dit. On m'a pas donné le motif de pourquoi je dois aller le voir. Alors, le tribunal a mis cette obligation de soins, c'est pour déjà travailler sur les faits que vous avez commis. Les faits de janvier 2022, les premières extorsions, vous les avez reconnues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces faits? Comment ça s'est passé? C'est... en fait, avec de base un ami, on s'était fait passer pour une petite. On donnait rendez-vous à des pédophiles. Et dès qu'ils venaient, on les... Comment dire? On les menaçait de soit déposer plainte ou tout balancer à leur famille. En échange d'argent. Vous les faisiez chanter, si on peut dire communément. Oui. C'est ça? Et comment ça se fait que vous avez eu cette idée et comment ça se fait qu'à un moment, vous n'êtes pas dit non, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est une infraction? Sur le coup, après, avec du recul, j'ai vu que c'était pas bien, que c'était une infraction, mais sur le coup, en fait, moi, je pensais ça que je faisais à des... Ce que je faisais, c'était sur des personnes, des pédophiles qui voulaient avoir une relation sexuelle avec une mineure de 13-14 ans. Du coup, pour moi, en fait, c'était pas aussi grave, mais après, j'ai réalisé que c'était une erreur de ma part, de toute façon. L'autre solution, c'est qu'il y avait une autre solution plutôt que de leur donner rendez-vous et de leur demander de l'argent. Oui, c'est de dénoncer à la police. Ou de les prévenir qu'il y avait ce rendez-vous. Que là, le fait de demander de l'argent pour ne rien dire, est-ce que vous pensez qu'en plus, ça mettait fin à leur comportement? Je pense pas, mais après, je suis jamais retombé sur une deuxième fois sur la même personne. Mais bon, après, ils peuvent continuer. D'après ce que m'a dit la police, il y en a un qui est parti en prison parce qu'ils avaient fait une enquête sur lui. Ils ont vu qu'il avait touché ses filles, tout ça. Vous voyez, les soins, l'intérêt, c'est de travailler sur pourquoi est-ce qu'à un moment, vous êtes parti sur cette voie-là plutôt que sur l'autre voie qui consistait à appeler les services de police. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrêté en chemin? Enfin, déjà, comment ça se fait que vous avez eu cette idée et comment ne pas reproduire ces faits? Après, je ne les reproduis plus. Comment? Je les reproduis plus, j'ai remarqué. Alors, ça va être, vous êtes présumé innocent, vous êtes jugé lundi, mais c'est le même type de fait qui vous est reproché. Alors, c'est pas le même contexte, mais en tout cas, juridiquement, c'est le même type de fait. Hein, ça, vous l'avez compris, monsieur? Ouais, juridiquement, oui, j'ai compris, mais je comprends pas pourquoi ils considèrent ça comme une extorsion. De base, c'est pas une extorsion, il y a les caméras qui montrent que ça s'est passé normalement, comme si c'était un échange que quelqu'un me devait. Et après, les soins, ça permet aussi, quand on ne reconnaît pas les faits, de se demander pourquoi la personne qui a déposé plainte a analysé votre comportement de cette façon. Déjà, on peut commencer à travailler sur les faits en disant comment ça se fait que je me suis retrouvée dans cette situation et comment ça se fait que cette personne a interprété ce que j'étais en train de faire comme elle l'a dit ensuite au service de police, vous voyez?
en ce qui concerne l'indemnisation des parties civiles, il m'est indiqué par le SPIP que vous n'avez rien mis en place. Vous devez 1 000 € à l'une des parties civiles et pour l'autre, ça a été renvoyé en liquidation des dommages et intérêts. Vous travaillez régulièrement jusqu'à votre incarcération? Oui, ça faisait à peu près 1 mois que j'avais arrêté de travailler avant mon incarcération. Mais sinon, j'avais enchaîné, je travaillais dans l'agroalimentaire et puis la logistique. Et alors, vous aviez un revenu régulier? En fait, je travaillais pendant 1 mois, j'ai arrêté pendant à peu près 1 mois et puis j'avais repris. Pas de Alors, en revenu moyenne. régulier non plus, mais en moyenne, c'était le SMIC après. D'accord. Vous étiez hébergé gratuitement par vos parents. Oui. Pourquoi vous n'avez pas commencé à faire des versements en partie civile? C'est parce que j'ai aidé ma mère pour payer la plein de dettes. Du coup, la première paye, les 3/4, je lui ai donné. Hum. Après, le reste, Vous aviez l'obligation dans le cadre du sursis probatoire. de les payer. Et si je reviens aux faits qui vous sont reprochés pour lesquels vous allez comparaître lundi, il y a aussi la fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier. Ça veut dire que quand vous vous faites interpeller, vous donnez une autre identité. Pourquoi, si vous avez rien à vous reprocher? Je les ai vus arriver d'un coup et puis je voyais un ami à moi qui se faisait contrôler. Je sais pas, c'est la peur, on va dire. Bon, et comment ça se passe en détention? Je sais pas comment c'est une privation de liberté, on va dire. Vous aviez déjà été détenu? Sinon, je me suis inscrit à des formations. D'accord, vous avez fait des démarches pour... Tant qu'ils répondent simplement. D'accord. Et les soins? Les soins, non, j'ai pas encore. Non? Je ferai la demande. Comment? Je ferai la demande. Les soins, ça permet aussi de partager avec un psychologue sur votre détention aussi, sur le fait d'être détenu et... Le SPIP, dans son rapport, émet un avis favorable au retrait de la mesure, parce qu'aujourd'hui, vous êtes convoqué pour savoir si on conserve cette mesure de semi-liberté ou si on la retire, si je la retire. Est-ce qu'il y a des questions, Madame la procureure? Oui, monsieur, je constate que cette condamnation qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Douai le 29 novembre 2022, vous avez fait appel de cette décision. Vous nous dites aujourd'hui que vous n'étiez pas au courant, mais vous aviez été convoqué, vous n'êtes pas allé à cette audience. Je n'ai jamais reçu l'aide chez moi, sinon en fait, je serais venu à l'audience du tribunal. Si, c'est un contradictoire à signifier. Ça veut dire que vous avez reçu la convocation, vous aviez connaissance de la date, mais que vous n'êtes pas présenté à l'audience. Non. Peut-être c'est mes parents qui ont signé pour moi s'il y avait un truc à signer. Peut-être qu'au moment où j'étais pas là. Non, ça se passe pas comme ça. C'est que vous avez été touché à personne. C'est-à-dire qu'on est sûr que vous avez eu connaissance de la date, tout à fait. C'est qui me l'a donné? En tout cas, c'est l'indication qui est mentionnée. Je mets ça en relation avec le fait que, effectivement, vous ne vous présentez pas aux convocations du conseil d'insertion et de probation, donc dans le cas de cette semi-liberté. Je mets ça en rapport aussi que vous avez exhibé une identité imaginaire lors du contrôle pour les derniers faits pour lesquels vous devez comparaître lundi. Donc on a l'impression aussi que vous essayez d'échapper un petit peu à vos responsabilités et à vos obligations et interdictions judiciaires. Non, du tout. Les faits de l'année dernière, je les assume. Je suis prêt à faire ma peine de prison pour ça, même si elle doit se transformer en ferme. Je sais que c'est entièrement de ma faute, mais vraiment, la convocation, j'ai jamais reçu pour moi. J'ai jamais eu la feuille en disant que je sais même plus c'est quand, que j'étais convoqué au tribunal. Pas d'autres questions. Merci. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose par rapport à votre situation? Non. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Non. Bon, pas de problème de santé, d'accord. Donc si vous n'avez rien à ajouter, je vous laisse vous asseoir, mais puis on va entendre Madame la procureure pour ses réquisitions, s'il vous plaît, Madame la procureure. Il apparaît dans ce dossier qu'il y a des faits qui ont été commis postérieurement, pour lesquels, en tout cas, il doit comparaître prochainement devant une juridiction, et que le travail n'a pas du tout été commencé par monsieur. Il n'est même pas compris, puisque devant le conseil d'insertion et probation, il a indiqué qu'il ne voyait pas l'intérêt de se rendre et de se rendre chez un psychologue pour travailler sur les faits, alors que cette obligation lui a été imposée. Je constate également que monsieur a tendance à
en tout cas concrètement ce que je vois au dossier, c'est d'échapper un peu à la justice, à sa responsabilité, puisqu'il ne va pas devant le conseil d'insertion et de probation alors que c'est à lui de faire les changements d'adresse. Je vois aussi qu'il ne va pas aux audiences alors qu'il est convoqué à personne et qu'il a pu produire une identité imaginaire lors des derniers faits commis lorsqu'il a été interpellé. Donc je pense que monsieur n'est pas en capacité et ne doit pas pouvoir bénéficier de cet aménagement de peine en semi-liberté puisqu'il n'est pas capable effectivement de respecter les interdictions et obligations et puis de mettre simplement à exécution cet aménagement de peine. Il est clair aujourd'hui que pour moi, le retrait de la mesure s'impose au regard de ces manquements de monsieur. Merci Madame la procureure. Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ben, je suis désolé de pas avoir été à la convocation, mais pour moi, je l'avais jamais reçu. Et aussi pour la mesure de semi-liberté. Je sais que c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû aller. Moi, je mets ma décision en délibéré. Je vais la rendre cet après-midi. On va vous la notifier à la maison d'arrêt. D'accord? D'accord. Vous pouvez y aller, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Merci, monsieur. Décision de la juge. La mesure de semi-liberté sera révoquée. Le condamné devra retourner en détention. Alors c'est qui, madame? Alors oui, c'est les... C'est jour amende, ça? Bonjour, madame. J'ai pas eu de... Allez-y, avancez-vous. Posez votre sac, vous serez mieux, et mettez-vous là dans l'espace, c'est parfait. Alors, restez debout par contre, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi. Je suis la juge d'application des peines en charge de votre suivi. À ma gauche, c'est madame la procureure, et à ma droite, madame la greffière. Condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, la justiciable demande aujourd'hui l'aménagement de sa peine. On s'est déjà rencontrés dans le cadre d'un entretien. Hein. Oui. On se voit parce que vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 20 juin 2018 à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois assortis d'un sursis simple, pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, des faits du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2017, et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, des faits du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2017. Donc cette peine, elle est organisée en 2 parties. Il y a 12 mois de sursis simple. Ces 12 mois, vous ne les ferez pas en détention si, pendant 5 ans, vous ne commettez pas une nouvelle infraction de toute nature, que ce soit délit routier, voilà. Si au bout de 5 ans, vous ne commettez pas de nouvelle infraction, cette peine elle va être archivée. Et à côté de ces 12 mois de sursis, il y a une peine de 12 mois d'emprisonnement, ce qu'on appelle ferme, à exécuter. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces 12 mois, vous les exécutez en détention ou est-ce que vous bénéficiez d'un aménagement de peine pour ces 12 mois. Sachant que les possibilités d'aménagement de peine au vu de la durée sont limitées. C'est soit un bracelet électronique, soit une semi-liberté, soit un placement extérieur. Donc je vous ai reçu en entretien le 5 décembre 2022. Vous m'avez dit que vous vivez seul dans un logement en location, que vous êtes mère de 2 enfants âgés de 12 et 14 ans qui vivent en Suisse avec leur père. Oui. Que vous avez des droits de visite pendant les vacances. Là, je les ai pour le 7 avril. Comment ? Là, je les aurai pour le 7 avril. Vous les aurez pour le 7 avril, pour les vacances de Pâques. Sur le plan professionnel, vous veniez de signer un CDD de 12 mois, donc vous êtes cuisinière polyvalente. Oui. Et c'est un contrat à temps plein. Sur votre casier judiciaire, on a 3 mentions, et donc votre demande, c'était un aménagement sous la forme d'un bracelet électronique. Quand on s'est vu, vous avez déposé une requête. Et je vous ai donné un délai pour me donner des pièces justificatives. Je vous ai donné jusqu'au 5 janvier. Oui. Vous avez déposé une première partie de pièces, donc une attestation de votre ex indiquant que vous aviez un droit de visite, un justificatif de domicile, et vous avez demandé un délai supplémentaire pour les autres pièces.
Le seul qui va manquant, c'est la pièce euh, de faire montrer que j'étais de bonne foi, que je consommais pas. Les analyses. Voilà. Alors moi, je vous avais dit pas de difficulté pour avoir un délai supplémentaire. Je vous avais donné un délai supplémentaire, sauf qu'en fait, je les ai pas vus arriver les pièces. Et pour moi, il manque une analyse d'urine, un relevé de la caisse d'allocation familiale et un bordereau de situation du Trésor public. Les documents-là, je les ai remis le jour où je suis venue. Votre collègue a fait des photocopies. Alors, je vais regarder dans le dossier, mais donc l'attestation de votre ex, elle est arrivée par courrier. Oui, je Hein vous l'ai envoyé, oui. J'ai le justificatif de domicile, les bulletins de salaire. J'ai une prescription de votre médecin pour les analyses, mais Donc là, il manquerait quoi? il manquerait, alors surtout les analyses, au vu de l'infraction pour laquelle vous avez été condamné, et puis votre situation par rapport aux sommes dues au Trésor public. On avait vu, j'avais aucune... sur le jugement, c'était stipulé que j'avais aucune... j'étais à zéro, j'avais pas de TED. Alors qu'il n'y avait pas d'amende qui a été prononcée par le tribunal, c'est ça que vous voulez Oui. dire? Sauf qu'à chaque fois qu'on passe, qu'on est jugé par le tribunal correctionnel, en fait, ça génère des frais de procédure. Vous n'aviez pas eu d'amende? Non, c'était... on avait regardé ensemble et vous m'avez dit que j'étais pas acquittée, mais j'avais pas de... Il n'y avait pas d'amende qui avait été à prononcée par mon le tribunal. encontre, non. Effectivement, il n'y avait pas d'amende. En revanche, vous avez dit qu'il y avait des frais de procédure et dans la liste des pièces que je vous ai donnée, il y avait un justificatif de paiement intégral de l'amende ou un justificatif de l'échéancier mis en place par le Trésor public ou un bordereau de situation, en fait. Je vous avais demandé de vous renseigner auprès du Trésor public de Bourg-en-Bresse. Je l'ai pas fait. Et comme j'avais pas toutes les pièces, je vous ai convoqué en débat contradictoire pour qu'on en rediscute. D'accord. Et alors les analyses, vous les avez faites ou pas? En fait, c'est juste... Je me suis rendu compte que là, c'est la phobie des piqûres, de prise de sang. Moi, je suis partie dans l'optique comme ça et je me suis rendu compte, en fait, c'est pas Madame, ça, c'est ici, c'est juste une analyse d'urine. Ouais. Une Il analyse n'y a pas de d'urine. piqûre. Ouais. Je suis tellement traumatisée par rapport à tout ça que je suis honnête, je suis de bonne foi. Après, voilà, quand j'ai compris que c'était juste une analyse d'urine, je suis tombée de haut parce que je pensais pas que c'était... C'est C'était une quand, ça? première pour moi. Il y a quelques jours après avec le boulot, après j'ai eu un problème avec mon fils, où l'école ça allait pas trop, donc je suis niveau psychologiquement, quand il arrive quelque chose auprès de mes enfants, comment vous dire, je laisse de côté ce que je dois mettre en priorité. On s'est vu, je vous ai reçu le 5 Le décembre. 5 madame. décembre, Ça fait déjà 3 mois. je le cache pas. Vous voulez nous faire part de quelque chose de particulier par rapport à votre situation? Je sais parce qu'on s'est vu en entretien que par rapport à vos enfants c'est compliqué parce qu'en fait vous avez pris la décision que ce soit votre ex Pour leur bien et pour l'équilibre. qu'ils aillent chez leur papa à la suite de ces faits en fait. Il y a eu ces faits-là, le fait, après je me suis retrouvée du jour au lendemain, plus de logement, plus rien. Donc j'étais dépendant, pendant 1 an j'étais dehors, après j'ai appelé le 115, où c'est un peu grâce à eux que je me suis reconstruite, un peu psychologiquement, j'ai quand même vécu pendant 6 mois dans un foyer. Le fait qui m'a aidé, que j'ai tout le temps été actif, travaillé, avec mes contrats, ça aboutit à ce logement que j'ai à l'heure actuelle. Et en fait, j'ai tout laissé mes problèmes justice de côté par rapport à cette situation-là. Je pouvais pas m'engager sur quelque chose et en sachant que ma vie, elle était c'était un peu le désarroi, quoi. J'avais pas d'équilibre. Et je me suis dit, le jour où j'aurai mon équipe, quand j'aurai mon propre chez moi, j'aurai renoué vraiment les contacts avec mes enfants, de réparer des choses. Il y a des choses, ils vont jamais oublier, mais c'est en les réparant et en refaire des choses positivement. Et là, ça va mieux avec ma fille, parce que ma fille, il faut prendre en compte par rapport à cette histoire. Il y a eu un viol quand même. Ma fille, elle m'en a reconnu. Et là, ça fait que depuis les vacances de Noël, Vous commencez à parler. On reparle tout doucement. Parce que vous n'êtes pas présentée à la condamnation, vous n'étiez pas présente. Je me suis pas présentée parce que le jour-là, je me suis fait agresser. Donc j'ai laissé une balafre jusque-là par rapport à ce groupe-là.
pour pas que, en fait, si je me présentais, c'est comme si je confirmais physiquement ces personnes-là. Et je me suis pas pu présenter, j'étais à l'hôpital. Et normalement, il y avait tous les documents qui justifiaient ce. Et de là, c'est l'avocate qui m'a dit pour mon bien, il fallait vraiment que je quitte le département. D'accord, donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes fait agresser par les autres personnes qui étaient impliquées, qui étaient plutôt plus élevées dans le réseau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées. Et que vous n'êtes pas rendu au jugement parce que vous vouliez pas. J'étais à l'hôpital, je pouvais même Ouais. pas faire autrement. Et qu'après, vous avez confié vos enfants à leur père et vous êtes. Et moi, honnêtement, j'ai pris Un toutes peu mes mis au vert, affaires, on va j'ai dire. tout. J'ai abandonné, je suis venu ici. Et quand vous avez reconstruit votre vie sur le plan professionnel, là, vous avez redonné votre adresse et on a pu vous convoquer pour l'aménagement de peine. C'est ça qui s'est passé, Voilà, madame? exactement, oui. Est-ce qu'il y a des questions, madame la procureure? Ouais, alors on n'a pas d'analyse. Qu'est-ce qu'il en est de cette consommation de stupéfiants? Et comme je disais à madame le juge d'application, c'est que je suis vraiment une consommatrice occasionnelle. Quand bon, il y a des. Encore actuellement? Non. Ah ouais. Non. Mais quand je vous je fume, c'est de cannabis. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, que ce soit les drogues dures. C'est juste à niveau cannabis, oui, c'est occasionnel. Quand, à l'anniversaire, quand il y a une petite fête, comme le jour de l'an, mais vraiment. Actuellement encore? Non. Ah non. Avant? Non, je vous parlais, voilà, comme En j'explique. fait, madame considère qu'elle n'avait pas de problème d'addiction parce qu'en fait, D'accord. elle le consommait. D'ailleurs, vous n'avez pas été condamné pour usage? Non, parce qu'ils m'ont fait des analyses que j'ai rien, quoi. Je consomme pas. Vraiment, je sais pas quoi. Donc c'était un C'est pas- trafic pour des raisons financières? Il y avait ça, après je me suis prise dans ce monde-là, je suis désolée, je me suis prise dans une spirale où je pouvais peur déjà faire la marche arrière, où j'ai eu plusieurs fois j'ai voulu faire la tentative, où le pied où j'ai mis le pied où j'ai mis, je pouvais pas me le permettre. Entendu. Je n'ai pas d'autres questions. Quel était votre rôle, madame, dans le trafic? Je vendais. Ouais, vous preniez part au trafic. Il y a des gens qui, sous la pression, ont des stupéfiants chez eux, mais vous participiez activement au trafic. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame la procureure? Non, je n'ai pas d'autres questions, si ce n'est que peut-être celle-ci. Votre priorité, c'est le bracelet, hein, plutôt au niveau de la demande. Hein, c'est Oui. ça. Très bien, pas d'autres questions. Et madame m'indiquait en entretien que son ex-conjoint était d'accord pour lui amener les enfants, parce qu'il y en a la question des déplacements comme ils sont en Suisse, pour les droits de visite, et que, a priori, si madame bénéficiait d'un bracelet, il serait d'accord pour amener les enfants et qu'elle n'allait pas se Les déplacer à déplacements. l'étranger. D'accord. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres réquisitions, on vous écoute pour vos Oui, donc réquisitions. même le juge, je constate effectivement c'est une condamnation de 2018, une condamnation ancienne avec des faits de 2017. Moi, au casier judiciaire, ensuite, j'ai une condamnation du 2 juillet 2019, mais c'était pour des faits de 2017 également. Je n'ai plus d'autres faits connus aujourd'hui, ni dans nos logiciels. Donc aujourd'hui, on a une situation de madame qui semble s'être stabilisée, avec des démarches au niveau du travail, puisqu'il y a un contrat à durée déterminée qui est actuellement en cours. Donc au niveau des conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine, je pense que les conditions sont réunies dans ces circonstances. Et donc je vais être favorable à cette demande d'aménagement de peine de madame, sous la forme d'un bracelet électronique, en sachant qu'évidemment, il y aura lieu d'astreindre madame à des obligations et interdictions dans ce cadre, à savoir une obligation de travail ou de formation. Ça ne posera pas de difficulté compte tenu du contrat actuellement de madame. Également, payer les sommes dues au Trésor public, puisqu'à aujourd'hui, ces sommes ne sont pas réglées au niveau des droits fixes qu'engendre à chaque fois une condamnation par un tribunal. Et au niveau des stupéfiants, il y aura lieu peut-être de astreindre madame à une obligation de soins, voir ce qu'il en est peut-être sur une analyse prochaine que madame pourra fournir au niveau des urines, pour savoir si effectivement il n'y a pas de consommation. Dans ce cas-là, ce sera réduit à très peu de choses au niveau de l'obligation de soins, mais de s'assurer en tout cas qu'il n'y a plus d'addiction, même minime soit-elle, compte tenu de cette mesure de faveur d'aménagement de peine. Merci madame la procureure. Donc pas d'opposition pour que madame me transmette des analyses en cours de délibéré? Pas de difficulté. D'accord, donc madame, je vous donne un délai de 15 jours jusqu'au 1er avril
pour me transmettre par email vos analyses d'urine. D'accord ? Vous avez entendu les réquisitions de Madame la procureure. C'est plutôt bien parti pour un aménagement de peine. D'accord ? D'ici là, tant que l'aménagement de peine n'est pas prononcé, si vous commettez une nouvelle infraction, vous risquez que le parquet mette à exécution immédiatement les 12 mois. Et quand je dis nouvelle infraction, ça peut être conduite sans permis, usage de stupéfiants, tout type d'infraction. D'accord ? Donc je vais rendre ma décision le 13 avril, vous la recevrez par courrier. Pour le bracelet, il y aura une date de pause à 1 mois. D'accord ? Pour vous donner à peu près les délais. Et si vous ne me transmettez pas les analyses d'urine dans un délai de 15 jours, donc avant le 1er avril, la conséquence, c'est qu'il y aura une obligation de soins. D'accord. Pour les stupéfiants. D'accord ? Ça va être fait. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez y aller, madame. Je vous remercie. Au revoir, madame. Merci revoir, pour madame. votre compréhension. Bonne journée à vous. On a encore des présents. Dans cette troisième affaire, la juge accordera à la justiciable l'aménagement de sa peine en une mesure de bracelet électronique posée dans un délai d'1 mois après la décision. Point commun de tous ces dossiers, le juge d'application des peines doit prendre sa décision très rapidement, pas question de la remettre à plus tard. Pour analyser cette audience de juge d'application des peines, 2 invités, maître Isabelle Steyer, avocate pénaliste au barreau de Paris, vous êtes spécialiste du droit des enfants et des femmes victimes de violences, et Olivier Laurent, vous êtes aujourd'hui président du tribunal judiciaire de Marseille. Vous avez été juge d'instruction, vous avez été président de cour d'assises, directeur de l'École nationale de la magistrature. La pression, là, pour la juge d'application des peines, elle est énorme. Parce que la décision qu'elle prend, elle est grave pour la personne qui est en face. Oui, c'est une fonction qui s'exerce la plupart du temps en juge unique, c'est-à-dire elle est seule pour prendre une décision qui a un impact terrible sur l'avenir des justiciables et des condamnés qui passent devant le juge d'application des peines. Et c'est une décision qu'elle doit prendre en très peu de temps avec l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Cette collègue exerce cette fonction remarquablement avec une très grande qualité d'écoute, une très grande pédagogie, et on voit tout le travail du juge d'application des peines qui consiste donc, après la phase d'audience, la phase de condamnation, à suivre le condamné pour individualiser l'application de la peine. Car la peine a une double fonction, celle de la sanction, et elle doit conserver ce rôle de sanction, mais elle doit aussi servir à la prévention de la récidive et donc à la réinsertion du condamné. Et cette fonction de réinsertion, pour l'atteindre, eh bien, il faut que la peine soit la plus individualisée possible. Maître, je me retourne vers vous. Cette pression qu'a le juge, je suppose que l'avocate, évidemment, quand elle est à côté de son client, elle la ressent aussi. Parce que bon, l'histoire judiciaire est faite aussi de mise en cause de juges d'application des peines qui, à un moment, n'ont pas pris la bonne décision et ça crée ce qu'on appelle une récidive. Oui, alors il y a 2 choses. Il y a d'abord le juge d'application des peines, c'est aussi le juge de la liberté. Et il se joue constamment la liberté dans une audience qui est en chambre du conseil, c'est-à-dire qui est à huis clos. Et donc, l'avocat est seul avec la personne incarcérée à devoir s'expliquer sur son dossier et à devoir le défendre. Et de l'autre côté, on a la victime qui a extrêmement peur. Là, quand je suis l'avocate de la victime, elle m'appelle aussi en me disant « mais j'ai reçu un papier ». Comme quoi il va sortir, j'ai extrêmement peur, je ne veux pas le rencontrer en face de chez moi. Voilà. Soyons précis, la victime, elle était présente au moment du procès, oui, elle partie civile, elle n'est plus présente là. Elle est consultée, elle est avertie, on lui demande son avis et on lui dit est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour qu'il bénéficie d'un bracelet électronique Elle est avisée avant les audiences tenues par le juge d'application des peines, à chaque fois que c'est des décisions importantes, et au moment des remises en liberté dans un certain nombre d'affaires, notamment toutes les affaires de viol et de violence intrafamiliale. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il ne faut pas voir dans le système de l'individualisation de l'application des peines
peine, un système qui serait d'un laxisme absolu, consistant à essayer de ne pas faire incarcérer des gens qui pourtant mériteraient de l'être. D'ailleurs, les chiffres de détenus en France parlent d'eux-mêmes. 72 000 détenus environ en France en permanence, on les a. pour 62 000 ou 60 000 places. On voit bien qu'il y a une surpopulation carcérale qui est très importante. Et d'ailleurs, on voit dans le documentaire que bien souvent quand même, l'incarcération est décidée par le juge d'application des peines. On rappelle les chiffres de personnes détenues actuellement, 72 836, pour à peu près 180 établissements pénitentiaires en France, avec une surpopulation carcérale donc de 142% en moyenne, un chiffre qui peut atteindre dans certains établissements 200%. Ça veut dire qu'évidemment, ça peut influer la décision du juge en se disant il y a une surpopulation carcérale, donc je vais le laisser dehors. Alors, sans doute que la surpopulation carcérale influence les juges, parce que c'est absolument pas satisfaisant dans une grande démocratie comme la France que de savoir qu'il y a des matelas au sol dans les prisons et que là où le principe de l'encellulement individuel est prévu par la loi, on sait bien que dans la plupart des cellules, en tous les cas dans les maisons d'arrêt, on a plusieurs détenus dans une même cellule. Donc, bien sûr, ça influence les juges, mais ce qui influence aussi les juges, c'est tout simplement la loi et la volonté du législateur, qui impose aux juges d'aménager toute peine ferme de moins d'1 an. Jusqu'à 1 an, le principe, c'est l'aménagement de la peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, sous forme de semi-liberté, sous forme de placement en chantier extérieur. Bref, le principe, c'est qu'en dessous d'1 an de prison ferme, le juge doit aménager. Et s'il n'aménage pas, il doit dire pourquoi il n'aménage pas. Oui, il ne faut pas laisser croire que toutes les peines sont aménageables. Non, ce sont les courtes peines qui sont aménageables. Mais c'est vrai que maintenant, depuis cette nouvelle loi, c'est devenu un vrai débat, cette courte peine. Alors que précédemment, l'avocat était peu présent dans le juge d'application des peines. Il devient de plus en plus présent, de plus en plus sollicité, avec un débat sur cette réinsertion, soit en fin de peine, quand il reste vraiment 1 an, ou lorsqu'il y a une courte peine, et que effectivement, ce qui me choque dans ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y a un seul avocat pour 3 prévenus. Alors vous n'êtes pas finalement, pas très présent. On est encore, historiquement, on ne l'était pas, mais là, on l'est très peu d'ailleurs. Et c'est finalement là aussi le juge qui fait le rôle un peu de toutes les parties. Alors lui, je trouve qu'il est formidable, ce magistrat, parce qu'il a un peu toutes les casquettes. Il vient expliquer aux justiciables finalement ce qu'il faut faire pour avoir un bon dossier. Parce qu'il avait vu un avocat avant, l'avocat lui aurait dit, et il lui aurait expliqué comment. Et là, c'est ce juge qui est là avec son analyse juridique. On le voit vraiment, elle est formidable, cette juge d'application des peines. Elle est tout à fait humaine, remarquable et extrêmement compétente. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fonction qui est devenue d'une très très grande complexité technique sur le plan juridique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le fascicule édité par l'École nationale de la magistrature pour les futurs juges d'application des peines, il fait 900 pages. Pour une fonction, 900 pages, avec des dispositions légales extrêmement techniques, complexes, et c'est vraiment devenu une matière à part entière. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'avocats ignorent tout simplement la technicité juridique de cette matière. Alors, autre chiffre, on évoquait tout à l'heure les 72 836 personnes détenues. Il y a 14 845 personnes qui bénéficient d'un aménagement de peine, c'est à peu près 17%. Pourquoi si peu? C'est un choix ou c'est parce qu'il y a une impossibilité de bracelet électronique, de quartier semi-liberté? Alors, parfois c'est l'impossibilité, tout simplement du fait du condamné, qui ne se met pas en situation de voir sa peine aménagée, parce qu'il ne répond pas aux convocations, parce qu'il ne fournit pas les justificatifs. Donc il y a aussi un certain nombre de condamnés qui échappent entre guillemets à l'aménagement et qui donc se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont rien fait pour faire en sorte de bénéficier de cette mesure d'aménagement. Parfois aussi c'est un manque de moyens. Effectivement, les services de probation et d'insertion de l'administration pénitentiaire ont besoin d'effectifs, d'éducateurs, de travailleurs sociaux pour accompagner et suivre les condamnés. Et puis il y a toutes les peines qui sont longues, de 1 an et plus. Et ça représente aussi beaucoup de situations où là, l'aménagement n'est pas le principe. Le principe, c'est l'exécution de la peine. Et l'aménagement interviendra à ce moment-là, à la fin de l'exécution de la peine, pour faire en sorte que le détenu ne sorte pas dans le cadre d'une sortie sèche, mais soit accompagné au moment de la fin de peine et un peu avant la fin de peine, pour faire en sorte de favoriser sa réinsertion. La réinsertion.
on l'a vu, donc là, il y a des bracelets électroniques, il y a de la semi-liberté. Il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on ne vous incarcère pas, mais vous devez respecter un certain nombre d'obligations. Évidemment. Et notamment dans les affaires familiales, tout ce qu'on voit dans les affaires de violence conjugale. C'est le premier exemple. Le premier exemple, il y a l'obligation qui est celle de ne pas rencontrer la victime. Et donc, effectivement, l'interdiction pourrait lui permettre non seulement de ne pas l'avoir, mais aussi, avec l'obligation de suivi psychologique, de réfléchir. Et le magistrat, il va souvent sur cette question de la réflexion, de l'accompagnement psychologique, de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi l'autre a déposé plainte, pourquoi l'autre n'a pas accepté de le revoir, de le croiser. Mais là aussi, on a souvent un problème de psychologues ou de psychiatres formés, on a un problème d'accompagnement, on a un problème aussi de groupes de parole qui, je trouve, sont extrêmement intéressants aussi concernant les violences intrafamiliales parce qu'elles permettent évidemment d'aller vers ce qui est la cause de l'incarcération. On voit que dans cette audience-là, il y a une misère humaine, personnelle, qui sointe des trois procédures, hein. Notamment la dernière aussi, cette femme qui s'explique sur ses enfants. Et donc, essayer de donner comme ça un hameçon pour que ces personnes-là commencent une thérapie, commencent à comprendre, commencent un travail sur elles-mêmes, c'est déterminant. Donc, effectivement, les obligations à la fois d'interdiction et positives de soins et de faire attention à eux, parce que quand on ne fait pas attention à soi, on est forcément un mauvais mari, un mauvais père, voilà. Donc on est aussi dans quelque chose qui va réhabiliter pour pouvoir vivre dehors. Et ces obligations, lorsqu'elles ne sont pas respectées, elles sont sanctionnées par l'incarcération. C'est pas du virtuel. Donc parmi les gens qui sont en détention, il y a aussi ceux qui n'ont pas respecté des aménagements qui avaient été ordonnés ab initio par le juge d'application des peines. Dernière question. On fait souvent le reproche, c'est souvent dans la bouche des hommes politiques, en disant il y a un nombre important, alors on donne le chiffre de 100 000, il y a à peu près 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. C'est vrai ou c'est faux? Alors moi je pense que c'est un chiffre un peu exagéré. D'abord il faudrait savoir si on n'englobe pas dans ce chiffre toutes les amendes qui sont prononcées et dont le recouvrement appartient au Trésor public. Et il est parfois bien difficile pour le Trésor public de recouvrer ces petites amendes ou ces amendes de faible montant parce que le condamné est insolvable, parce qu'il est déjà saisi. Mais par rapport aux peines de prison qui sont prononcées? Alors par rapport aux peines de prison, il y a un certain nombre de peines qui sont prononcées et qui, le jour où elles sont prononcées, ne sont pas exécutées immédiatement. On le voit très bien dans le documentaire où il s'est écoulé un certain temps avant que la convocation devant le juge d'application des peines intervienne pour qu'il puisse faire le point sur la situation et voir si cette peine est aménageable ou pas. Donc, entre le moment où elle est prononcée et le moment où il y a une décision d'aménagement ou pas, effectivement, il s'écoule un certain temps et on peut dire que la peine n'est pas exécutée puisqu'elle est en cours d'exécution ou en cours d'aménagement. Et enfin, dernier élément, je me demande si ce chiffre n'est pas un peu daté parce que depuis quelques mois, les tribunaux ne peuvent plus prononcer des très courte peine d'emprisonnement, de moins d'1 mois. Le législateur a considéré que prononcer 1 mois ou moins de prison n'avait pas de sens, qu'on ne pouvait pas mettre en place un vrai travail de suivi, que le juge d'application des peines ne pouvait rien faire. Et donc maintenant, le juge n'a plus le droit de prononcer une peine de moins d'1 mois. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que la loi elle est le reflet de notre société. Et notre société est traversée par une volonté de sanction des délinquants, mais aussi avec l'intime conviction que la prison ne règle pas tous les problèmes et que l'essentiel, c'est la réinsertion et éviter la récidive. Merci à tous les deux pour votre éclairage. C'était important parce qu'effectivement, c'est toujours un sujet de polémique, l'application des peines. Merci aussi aux magistrats, avocats, greffiers, personnels de justice de nous avoir permis de réaliser cette immersion auprès donc d'une juge d'application des peines. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Justice en France. Bonsoir.